Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici les principaux titres. Coup d'envoi hier du plus grand événement équestre du royaume, le salon du cheval d'El Jadida. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé l'ouverture de cette 15e édition, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Un rendez-vous qui met en valeur le riche patrimoine culturel équin du royaume. Cet événement phare vient chaque année nous rappeler la place de choix qu'occupe l'artisanat marocain dans l'univers de l'art équestre traditionnel. Au cœur du salon, plusieurs corps de métier donnent à voir le savoir-faire des maîtres artisans, gardiens du temple du patrimoine culturel national. Et en fin de journal, nous irons à Safi, une destination prisée des amoureux de surf. Ce n'est donc pas pour rien que des clubs de surf ne cessent d'ouvrir leurs portes dans la ville pour le plaisir de transmettre la passion des vagues aux plus jeunes. Le salon du cheval d'El Jadida souffle sa 15e bougie au parc d'exposition Mohamed VI. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de cet événement d'envergure organisé cette année sous le thème « L'élevage équin au Maroc, innovation et défis ». À cette occasion, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a effectué une tournée à travers les différents espaces et villages du salon et assisté à des spectacles équestres à la carrière principale. Retour sur le film de l'activité princière avec Maryam El Messi et nos envoyés spéciaux sur place. À son arrivée au parc d'exposition Mohamed VI, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, est accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. Son Altesse Royale a ensuite été saluée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, ainsi que par plusieurs hauts responsables. Et à l'entrée du hall d'exposition, son Altesse Royale a été saluée notamment par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc, M. Al-Asri Saïd Ahmed Al-Dahiri. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a par la suite effectué une tournée à travers les différents espaces et villages du salon, notamment le stand des institutionnels qui abrite les expositions de la garde royale, des forces auxiliaires, de la gendarmerie royale, ainsi que des forces armées royales. L'occasion pour son Altesse Royale de s'enquérir de la contribution du cheval aux différentes missions sécuritaires. Et 2 championnats du Maroc, un saut d'obstacles et 2 championnats du Maroc. Fidèle à sa coutume, le plus grand événement équestre du royaume met à l'honneur l'excellence de la tradition équine nationale. Un patrimoine séculaire qui orne l'enceinte du salon. Au stand des régions et de l'artisanat équestre, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, contemple de près des œuvres réalisées à la perfection par des mains d'artisans chevronnés. L'élevage équin au Maroc, innovation et défis. C'est la thématique retenue pour cette 15e édition, où professionnels et grand public se retrouvent autour d'une même passion, le cheval.
Le salon représente une plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale, à laquelle le programme Génération Green insuffle un nouvel élan. Notre objectif est de soutenir les 5000 éleveurs répertoriés à l'échelle locale et générer davantage de postes d'emploi au sein de la filière. Cette 15e édition fait la part belle à l'innovation. Différents acteurs de la filière équine nationale et internationale s'y donnent rendez-vous cette année pour débattre des défis du secteur. Le point d'orgue de ce salon a toujours été les compétitions et exhibitions de haut niveau, à savoir le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de saut d'obstacle et bien entendu le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Tbourida. Et à la carrière principale, son Altesse Royale a assisté à des spectacles équestres. Des shows de voltige majestueux, exécutés par des troupes et cavaliers des plus illustres à l'échelle nationale et internationale. Une consécration de l'homme et de sa monture. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, s'est dirigé ensuite vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de cet art équestre millénaire, exécutés par 18 sorbas, représentant les différentes régions du royaume. Le monde équestre est à l'honneur à El Jadida. Le salon du cheval continue de s'ériger en vitrine privilégiée du riche patrimoine équin du royaume et des multiples contributions du cheval au niveau sportif, culturel ou festif. L'événement continue de mettre en exergue la place de choix qu'occupe cette créature divine en tant que complice de l'homme dans l'histoire et l'identité culturelle nationale et dans la mémoire collective. Si le salon du cheval d'El Jadida est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de ce noble compagnon de l'homme, il est encore plus pour les artisans. Cet événement est l'occasion de mettre en valeur les métiers d'artisanat traditionnels liés au cheval, des métiers qui existent depuis des siècles et qui continuent de faire la fierté des gardiens du temple de l'art équestre traditionnel marocain. Marie Aoued, et nos équipes sur place à El Jadida. Elle requiert un savoir-faire avéré et un doigté d'orfèvre, la confection d'une selle de Tbourida et l'apanage de plusieurs corps de métier mêlés à des centaines d'heures de travail. Avec plus de 40 matériaux utilisés, tels que le bois, le cuir ou la broderie, les artisans marocains donnent à voir l'excellence de leur savoir-faire, vieux de plusieurs siècles. Cette exposition est consacrée aux us et coutumes de chacun. Plusieurs régions du Maroc y sont représentées. On y découvre la richesse de notre patrimoine à travers notamment des tenues d'apparat, des selles et différents objets de la vie quotidienne. Essentiel dans les batailles d'antan et les Tbourida. La mkahla, ou fusil à long canon, est un outil essentiel de notre patrimoine. Fabriqué de père en fils par les artisans armuriers, il requiert un travail de précision et beaucoup de passion. L'artisanat marocain revêt une grande importance dans notre culture, d'autant plus qu'il est généralement transmis de génération en génération. Moi, par exemple, je fabrique des fusils à long canon utilisés lors des Tbourida. Ce savoir-faire m'a été transmis de mes aïeux et j'en suis très fière. Je participe chaque année à cet événement car cette mise en lumière de notre travail est une réelle reconnaissance, sans quoi notre savoir-faire serait voué à l'oubli.
Mettre en lumière le patrimoine millénaire national, c'est aussi assurer la pérennité de notre histoire et de nos traditions, comme un témoignage permanent de notre identité, ode à la beauté et à la richesse de notre pays. Direction à présent Washington, où se tient la réunion ministérielle commémorant plutôt le 10e anniversaire de la coalition mondiale contre Daesh, réunion au cours de laquelle a été adopté un communiqué réaffirmant l'importance du groupe de travail Africa Focus Group dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, co-présidé par le Maroc aux côtés de l'Arabie Saoudite, des États-Unis et de l'Italie. Cet organe joue un rôle central dans la coordination des efforts régionaux pour contrer les menaces terroristes sur le continent. Le communiqué salue également les efforts continus du groupe dans la promotion d'un rôle actif des partenaires africains pour contrer l'expansion de Daesh et d'autres groupes terroristes sur le continent. Il met en outre en avant l'impératif de contrer la propagande et les actions déstabilisatrices des groupes armés non étatiques en Afrique. Ces actions sapent les efforts de coopération contre le terrorisme, d'où la nécessité d'une collaboration étroite et coordonnée avec les pays africains sous l'égide de l'Africa Focus Group, indiquent les pays membres de la coalition. Et puis, sachez que le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rencontré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Les deux parties ont abordé les différentes crises qui jalonnent le monde. On reste aux États-Unis dans le cadre de la politique de proximité d'engagement envers les Marocains du monde, telle que voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI. M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a inauguré ce jour donc la nouvelle section consulaire de l'ambassade du Royaume du Maroc à Washington après d'importants travaux de rénovation. Cette rénovation s'inscrit dans une vision résolue visant à offrir un service consulaire moderne, efficace et au plus près des besoins des Marocains résidant aux États-Unis. L'amélioration des prestations consulaires fait partie des priorités du Royaume afin de répondre aux attentes croissantes de la communauté marocaine en matière d'efficacité, de rapidité et d'efficience consulaire, a souligné le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger. Le bâtiment classé, qui abrite désormais la section consulaire rénovée, a été modernisé en profondeur avec une mise à niveau complète de ses infrastructures et installations. Ces améliorations incluent l'adoption des dernières technologies de l'information et de la communication pour accélérer la délivrance des documents administratifs tels que les passeports et les cartes d'identité nationales, assurant ainsi une prise en charge plus rapide et plus fluide des dossiers. L'actualité internationale, c'est d'abord cette alerte émise par l'armée israélienne qui affirme que des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël. Partout dans le pays, des sirènes d'alerte ont été activées. Et puis sachez aussi que l'armée israélienne a annoncé avoir lancé hier soir des opérations au sol qu'elle a qualifiées de limitées, localisées et ciblées, appuyées par l'aviation et l'artillerie. Des opérations qui, selon l'armée israélienne, visent des cibles et des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Pour sa part, le Hezbollah a démenti que des soldats israéliens aient pénétré le pays, tout comme la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, déployée le long de la frontière avec Israël, qui a assuré ne pas avoir détecté pour le moment d'incursion israélienne. Direction l'Asie qui vit au rythme du déchaînement des éléments de la nature. Le typhon Yagi a durement frappé le sud-est du continent. Le bilan est de 200 morts, des quartiers entiers ont été inondés, de nombreuses infrastructures ont été détruites. Le Vietnam est le pays le plus touché par les crues et les glissements de terrain. Plus de 250 000 hectares de terres agricoles ont été balayés par les eaux. La Thaïlande confirme la mort de 9 personnes. Et puis en Birmanie, les inondations les plus graves ont été signalées autour de la capitale. Les liaisons ferroviaires ont été suspendues. Le typhon Yagi a touché également la Chine où les vols avaient été annulés vendredi dernier. Les écoles et les commerces avaient été également fermés.
On reste en Asie où l'incendie d'un car scolaire en Thaïlande a fait au moins 23 morts. Le car scolaire qui transportait un groupe d'enfants et d'enseignants a pris feu aujourd'hui sur une route de Bangkok, la capitale thaïlandaise. 21 personnes avaient réussi à s'échapper du brasier. Certains enfants secourus souffrent de très graves brûlures au visage, à la bouche et aux yeux. Le véhicule faisait partie d'un convoi de 3 bus transportant les enfants d'un établissement scolaire de la province d'Uthai Thani, dans le nord du pays, pour une sortie au musée des sciences de Bangkok. Et puis chez nous, tragique accident hier soir à Fès. Quelques 60 personnes ont été blessées lorsqu'un bus a percuté un taxi avant de chuter dans un ravin près du cimetière de Bebrissa dans les provinces, ou plutôt dans les environs de la Médina. Selon la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Fès-Meknès, sur les 54 blessés qui ont été évacués vers l'hôpital provincial Al-Rassani, 8 d'entre eux sont toujours hospitalisés, dont 5 sous surveillance et 3 autres souffrant de fractures. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude, précise la source médicale. Par ailleurs, 6 autres personnes légèrement blessées, dont un enfant, ont été admises au centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès. Le dossier des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie au cœur d'un débat houleux au Maroc pour tenter de dénouer cette crise qui a trop duré. Le médiateur du royaume est intervenu. Ce processus de médiation se déroule au moment où les étudiants en médecine et en pharmacie continuent de boycotter leur examen. Les revendications des étudiants portent notamment sur la durée de la formation pour obtenir un diplôme de docteur en médecine, ainsi que sur les questions liées aux thèses et à la formation spécialisée en 3e cycle et à la situation des médecins résidents. Rappelons que jeudi dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avait annoncé que les facultés de médecine et de pharmacie allaient prendre les mesures nécessaires pour un retour à la normale. Et pour parler du sujet, justement, avec nous sur le plateau ce soir, professeur Abderrahim Rafaoui, vous êtes doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Beni Mellal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, les étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi que l'ensemble de l'opinion publique nationale, se préoccupent, bien sûr, des conséquences que pourrait avoir cette crise. Où en est le dossier aujourd'hui? Merci pour votre accueil. Alors, concernant maintenant les étudiants en pharmacie, leur dossier, grâce à l'intervention de monsieur le médiateur du royaume, leur dossier il a été résolu. Donc les étudiants, ils ont repris les examens, ils ont repris bien sûr le cours. Concernant les étudiants en médecine, en attendant bien sûr l'aboutissement du médiateur, qui sont bien sûr toujours en cours, et pour garantir le temps pédagogique de cette année universitaire 2024-2025, le ministère, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons organiser à partir du 4 octobre une session exceptionnelle pour les étudiants qui ont passé la dernière session, c'est-à-dire la session du 5 septembre. Et aussi donner la possibilité aux étudiants qui vont venir pour la première fois, et c'est-à-dire vont passer les examens pour la première fois de S2. On va, c'est-à-dire ajouter une autre session exceptionnelle de S1 afin bien sûr d'améliorer leurs chances de réussite. Et aussi, je tiens à le souligner, même pour les étudiants qui sont sanctionnés, ils sont convoqués pour passer les examens. Alors là, ce sont bien entendu, vous venez de les énumérer, les mesures prises par le ministère de tutelle pour débloquer la situation et éventuellement permettre d'un autre côté le retour de ces étudiants sur les bancs de leur faculté et de l'autre côté garantir surtout leur passage le passage plutôt de leurs épreuves afin de sauver l'année universitaire. Oui, alors de notre part, il faut bien le souligner, il n'y a pas une voie de blocage, il n'y a pas une situation de blocage. Pourquoi? Parce que les étudiants, ils doivent simplement avoir confiance en leurs enseignants, en leurs doyens, qui sont engagés, bien sûr, pour garantir la qualité de leur formation. Alors, les mesures prises par le ministère de tutelle, si on va, comme je viens de le souligner, c'est l'organisation de ces sessions exceptionnelles, c'est-à-dire pour augmenter les chances de réussite pour ces étudiants-là, même pour les étudiants sanctionnés. Aussi des mesures, c'est-à-dire pour la note 0,
sera remplacée par la note qui va obtenir l'étudiant lors de cette session exceptionnelle. Donc la note 0 ne va pas figurer sur, c'est-à-dire le relevé de note définitive. La note 0 avait été attribuée lors des examens. Oui, parce qu'ils étaient absents. Parce qu'ils étaient absents. Alors le système apogée, lorsqu'on fait un étudiant absent, ça donne la note 0. Donc cette note 0, il sera remplacé par la note que l'étudiant va obtenir lors de cette prochaine session exceptionnelle. Donc le 0 sera annulé. Annulé. Aussi une chose, c'est-à-dire la levée des sanctions pour les étudiants, c'est-à-dire qui vont passer leur examen et aussi qui vont, c'est-à-dire reprendre leurs études, comme l'a bien été souligné par monsieur le ministre. Et aussi une chose pour la durée de la formation, c'est-à-dire de 6 ans, on va aussi ouvrir la possibilité à quelques étudiants qui se sentent un peu, c'est-à-dire ayant une faiblesse dans leur parcours ou leur cursus pédagogique, on va leur donner la chance, c'est-à-dire de passer des stages volontaires, la durée de 3 mois à 1 année, pour récupérer, c'est-à-dire ces... Alors, autre point de discorde, et je crois que c'est le plus important entre le ministère de l'enseignement supérieur et les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie, est la réduction du nombre d'années de formation. Justement, c'est très important. Cette réduction ne risque-t-elle pas d'impacter négativement la qualité de cette formation au Maroc? Oui, alors ça aussi, je tiens à le souligner. L'annulation de la 7e année ne va pas affecter, c'est-à-dire la qualité de la formation pour les étudiants au Maroc. Et cette réduction, elle n'est pas venue par hasard, mais c'est grâce, bien sûr, à un constat, c'est-à-dire soulevé par plusieurs experts nationaux et des enseignants. Pourquoi? Parce que cette 7e année, comment il se passe d'habitude dans les anciennes années? C'est-à-dire l'étudiant, il partira sur des villes lointaines, il n'est pas encadré, il n'est pas contrôlé. Et l'impact, c'est-à-dire sur le plan pédagogique, il est très faible, voire négatif dans quelques pratiques qu'on connaît tous. Maintenant, c'est-à-dire, on va bien sûr optimiser la durée, bien sûr, et le cursus pédagogique, grâce, bien sûr, à cette nouvelle technologie sur le plan pédagogique, la pédagogie active, la pédagogie hybride, l'introduction de nouvelles technologies par rapport, c'est-à-dire à la télémédecine, à la simulation aussi. Et bien sûr, améliorer aussi la qualité des stages. Pourquoi? Parce que je tiens aussi à le souligner par rapport aux stages, parce qu'auparavant, les stages se passent essentiellement au niveau des CHU. Maintenant, on a cette possibilité que les stages vont passer, bien sûr, dans les groupements sanitaires territoriaux, les GGC, les GST. Donc, on a plus de terrains de stage. Il y a aussi un décret qui vient, bien sûr, d'être publié. Donc, on va augmenter le nombre d'encadrants et l'augmentation aussi des ressources humaines et c'est-à-dire des professeurs de l'enseignement pour les encadrer dans les différents terrains de stage. Voilà, donc les étudiants seront mieux encadrés. Merci professeur de nous avoir éclairé sur ce dossier très important pour les étudiants de pharmacie et de médecine. Abdelrahim Rafaoui, merci. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Beni Mellel. Merci à vous. Et j'appelle, bien sûr, je lance un appel aux étudiants de retourner à leur faculté, parce que, c'est-à-dire, leur faculté, elle est prête à les accueillir. Il faut faire confiance à leurs enseignants, à leurs doyens, à leur pays, bien sûr, pour pouvoir soigner notre population marocaine. Voilà. J'espère que les choses vont s'arranger. Merci. Merci. Un chiffre ce soir, ce sont les recettes touristiques en devises qui ont atteint un sommet inédit, 17 milliards de dirhams en août dernier, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Cette performance représente une hausse significative de près de 20% par rapport à août 2023, établissant ainsi un nouveau record mensuel, indique le ministère dans un communiqué. On va parler sport et ça sera le surf, un sport qui a de plus en plus la cote auprès des jeunes Marocains. La pratique attire un nombre croissant d'adhérents, surtout grâce à la création de clubs dédiés à cette discipline sportive. C'est le cas à Safé où une école de surf a organisé une journée porte ouverte pour inciter les jeunes à découvrir et à prendre goût à la passion des vagues. Le reportage ici signé Abdelghani Tahraoui sur un commentaire de Zakaria Morinbil. Ils sont arrivés tôt ce matin à la plage de Safi pour reprendre contact avec les planches. Pour ces jeunes passionnés de surf, la journée commence par des mouvements d'échauffement avant d'affronter les vagues. Cette session de formation est organisée au profit des adhérents de ce club avant la reprise des cours. L'idée est de reprendre la condition physique et permettre aux pratiquants de tester leurs capacités.
J'ai eu la vague d'or parce que j'ai bien surfé et grâce au niveau de mes coachs. Ça fait à peu près 3 ans que je surfe, depuis 2022. Je viens d'arriver à Safi, j'habite pas ici de base. La première chose qui m'a captivée à la ville, c'est le surf. Je suis un adhérent dans le club et je suis ici depuis 2 ans. Et dans l'avenir, je veux être un champion du monde. Pour encourager le plus grand nombre à s'adonner à cette discipline sportive, une journée portes ouvertes est organisée. Au programme, visite guidée du club, présentation et découverte du surf sport olympique. Aujourd'hui, nous avons organisé la journée porte ouverte de l'école de surf pour démocratiser ce sport et pour rendre ce sport populaire et accessible surtout à tous les jeunes de la ville de Safi, sachant que ce sport est un sport olympique qui a beaucoup d'avenir et Inch'Allah, on espère que beaucoup d'enfants vont venir s'inscrire. Si certains sont tentés de se familiariser avec ce sport de glisse pour la première fois, d'autres pratiquants ont l'intention d'y briller et d'y faire carrière. Pour ce faire, ils peuvent d'ores et déjà s'inspirer de sportifs marocains qui excellent à un niveau international, comme Ramzi Boukhiyam. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info sur Oula revient à 20h30. Excellente soirée, à demain.